La 21e conférence des partis sur le climat se poursuit à Paris. Pour l'heure, les négociations pour un accord global piétinent. En marge de la conférence, le président Hollande a rencontré les chefs d'État africains. La France annonce un accroissement de son engagement financier au nom de la justice climatique. Un élève en classe de première au lycée Ouen Puiré de Samba, arrêté pour coups et blessures, c'était le 13 octobre dernier. C'est le point de départ d'une crise qui persiste dans les établissements secondaires de Ouagadougou. La fédération estudiantine et scolaire exige sa libération et fixe un ultimatum de 24 heures. Le directeur régional des enseignements secondaires du centre lui joue la carte de l'apaisement. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'était le 1er décembre dernier. Dans ce journal, on s'arrête sur le sort des enfants nés avec le VIH. Comment leur prise en charge est-elle gérée par l'État et les associations? C'est le dossier de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Des nouvelles de la COP21 pour commencer. Le sommet sur le climat se poursuit dans la capitale française. En marge de cette conférence des partis sur le climat, les chefs d'État africains se sont retrouvés mardi dernier avec leur homologue François Hollande, un mini-sommet dédié aux solutions africaines face aux défis du changement climatique. De grands projets sont en vue. Le président français a promis des financements. Jean Zongo, Jérémy Sié, Koulibaly. 3 points à l'ordre du jour de ce sommet consacré aux défis climatiques et aux solutions africaines. L'accès aux énergies renouvelables, présenté comme une opportunité économique énorme pour les pays du continent. Et le projet de Grande Muraille Verte, destiné notamment à restaurer 50 millions d'hectares de terres dégradées de la Mauritanie à l'Érythrée. En discussion également, l'ensablement du fleuve Niger et la réduction drastique de la superficie du lac Tchad du fait des changements climatiques. Autour de la table de discussion, une douzaine de chefs d'État africains aux côtés de leur homologue français François Hollande. L'objectif commun à tous ces acteurs, placer les solutions proposées par l'Afrique au cœur des négociations de l'accord de Paris sur le climat, engagé dans le cadre de la COP21. C'est une question de justice climatique, estime la présidente de la Commission de l'Union africaine, qui plaide pour un accord ambitieux, juridiquement contraignant et applicable à tous. En entendant d'y parvenir, la France entend assumer ses responsabilités dans le dérèglement du climat, dont les conséquences touchent durement les pays africains. Il y a une dette écologique que le monde, et en particulier le monde développé, doit régler à l'égard du continent africain. Alors la France veut montrer l'exemple et les financements destinés à la lutte contre le changement climatique à l'échelle globale passeront donc de 3 à 5 milliards d'euros par an et nous contribuons ainsi, avec notre aide publique bilatérale, à atteindre ces fameux 100 milliards qui ont été fixés comme condition même pour qu'il y ait un accord à Paris. 6 milliards d'euros seront mobilisés dans l'Hexagone entre 2016 et 2020 pour soutenir les pays du continent dans leurs efforts d'adaptation au changement climatique. Ce qui est en jeu, c'est la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. La rencontre s'est achevée par un appel à une mobilisation mondiale, entre autres, pour avoir des financements additionnels, plus souples et plus simples à mettre en œuvre pour aider l'Afrique à relever les défis du dérèglement climatique. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de l'échangeur du nord de la ville de Ouagadougou, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans l'enceinte de l'ex-Sonabrib à côté du service d'hygiène et de santé publique demain, vendredi 4 décembre 2015, à partir de 7 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. 4 jours après les élections couplées législatives et présidentielles, les observateurs continuent de produire leurs rapports. Cette fois, c'est la Ligue pour la défense de la justice et de la liberté qui livre ses conclusions. La LIDGL juge le scrutin transparent et libre. Toutefois, elle estime que l'organisation reste perfectible pour éviter à l'avenir les dysfonctionnements relevés ça et là. Salifou Belem, Sibidi Issa Lankwande.
La LIDEGEL, la Ligue pour la défense de la justice et des libertés, décortique le double scrutin présidentiel et législatif du 29 novembre. Elle a déployé 50 observateurs dans 5 régions du pays, ce qui lui permet aujourd'hui de donner son appréciation. Les résultats qui sont sortis des urnes reflètent l'opinion donc de notre peuple, étant acceptée par tous les acteurs de la société civile et nous-mêmes, défenseurs des droits humains ayant déployé des hommes sur le terrain, est à l'honneur de l'ensemble de la classe politique, à la société civile burkinabé, qui, main dans la main, ont permis la tenue de ce scrutin. Selon les conférenciers, le processus électoral dans son ensemble s'est bien déroulé, même si quelques problèmes ont été enregistrés. Mais ces difficultés n'entachent en rien la crédibilité du scrutin et la LIDEGEL de formuler des recommandations pour l'amélioration des prochaines élections. Il s'agit de recommander à la CENI de veiller particulièrement à la répartition du matériel, d'être plus regardant sur le déploiement du matériel. Il y a aussi la mise en adéquation donc, du fichier électoral. Toutefois, la Ligue félicite la CENI pour avoir tenu le pari de livrer les résultats à jour J+1 comme prévu. Elle salue également l'acceptation des résultats par tous les candidats. Il s'appelle Arnaud Kissou, élève en classe de première au lycée Wenpuire de Samba. Le 13 octobre dernier, il a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt pour coups et blessures. Depuis, c'est la crise dans les établissements secondaires de la capitale. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina dénonce cette arrestation et fixe un ultimatum de 24 heures pour sa libération. Explication Issaka Ouedraogo, Nathalie Sawadogo. La FESIBF, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, exige la libération provisoire de leur camarade Kissou Anoul de la classe de première D du lycée Wenpuire de Samba. Arrêté le 13 octobre dernier, il a été référé à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou le 14 octobre 2015. Suite à un conflit qu'opposait la mère d'Arnold aux cieux de M. Tendrebego, le conflit s'est donc transformé en un règlement de compte entre les deux familles qui malheureusement habitent dans la même zone et partagent donc les mêmes espaces de travail. C'est ainsi qu'un de ces 4 matins, le 1er octobre, l'élève Arnold passa sur la grande voie devant l'atelier du sieur Tendrebego, fut l'objet d'une agression verbale de ce dernier, allant même apporter atteinte à l'intimité et à la dignité de sa mère. Arnold répliqua physiquement. Le lendemain, M. Tendrebego revient cette fois-ci avec des ordonnances faisant office d'un coma de 21 jours, suite à l'altercation entre lui et Arnold. En plus de cela, une convocation s'en ajoute. Conséquence, les élèves du lycée Wenpuire de Samba se sont manifestés et la nouvelle fut propagée, conduisant tous les élèves de la ville de Ouagadougou à abandonner les cours pour exiger sa libération. Nous plaidons pour qu'ils puissent avoir la liberté provisoire de reprendre les cours en attendant que la procédure judiciaire puisse suivre son cours. Nous demandons à ce que notre camarade soit libéré au plus tard demain soir. La FESIBF interpelle les autorités à se pencher sur la question afin que leurs camarades détenus aient la liberté provisoire et que tous les élèves puissent reprendre le chemin de l'école. Et face à cette situation, les premiers responsables des enseignements secondaires et supérieurs jouent la carte de l'apaisement. Le directeur régional du centre déplore la situation et appelle les élèves à la retenue. Il s'exprime au micro de Amadou Ilboudo et Nathalie Sawadogo. Ici, nous avons constaté un matin qu'il n'y avait pas cours, mais que ce sont des jeunes qui font le tour des établissements et à l'aide de cailloux ou de pétards ou avec les bruits de moto perturbent l'établissement, donc de façon violente pour obliger les élèves à sortir des classes. Avant-hier mardi, nous avons eu un drame, il faut le dire, parce que un de ces élèves qui conduisait une moto, où ils étaient 3 sur la moto, a eu un accident de circulation et il a perdu la vie. Et c'est un drame qui me permet, encore une fois, d'interpeller les uns et les autres
sur la nécessité de la modération, de la pondération, sur l'avantage du dialogue, sur ce genre de mouvements spontanés qui peuvent se comprendre, mais qui ne sont pas la meilleure voie. Nous estimons à notre niveau que la meilleure voie, c'est la réconciliation entre les deux familles. Le plaignant lui-même est venu chez moi à domicile et me dire que lui, il retirait sa plainte. Alors, pourquoi après toutes ces démarches, l'affaire ne s'est pas réglée? C'est ce que nous constatons tous avec dommage. Faut-il donner des instructions à la justice ou faut-il que la justice soit autonome? Pour que la justice soit indépendante, il faut qu'elle travaille elle-même en quiétude. Mais moi, en tant que citoyen, je dirais même en tant que responsable de l'enseignement secondaire, je n'ai aucun moyen de pression sur la justice. Donc je ne peux pas dire que la justice entendra ou n'entendra pas les propos de la FECIBF. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que si la FECIBF veut user de moyens similaires à ce qu'on a déjà vu, ce sera regrettable. Et puis cette information de dernière minute, suite à un contrôle de sécurité sur l'axe Dakola-Kombisiri, un incident a fait un blessé. Le blessé s'appelle donc Ali Sawadogo. Il est actuellement aux soins au centre hospitalier Yalgado Ouedraogo. Mais que s'est-il vraiment passé? Écoutons les explications du commissaire Talinou Ema et ses propos sont recueillis donc par Konsoun Koulibaly et Draman Dadian. Déclaration liminaire. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015, au cours d'un contrôle de sécurité sur l'axe Dakola-Kombisiri, un incident s'est produit entre des policiers et un conducteur routier, plus précisément dans la commune rurale de Douessé. Cet incident, qui fait suite à un refus d'obtempérer du conducteur, a provoqué une blessure de celui-ci consécutivement à l'usage d'armes par le policier en service. À l'heure actuelle, la vie du conducteur qui suit des soins au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo est hors de danger. Nous saisissons cette opportunité pour rappeler à tous les conducteurs routiers que les contrôles de sécurité sont faits dans le but d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour ce faire, la police nationale les invite à se soumettre au contrôle routier sur les différents axes. Elle regrette cet incident et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le directeur général de la police nationale appelle tous les agents à plus de professionnalisme dans l'exécution de leur mission. Il exhorte les transporteurs routiers à une franche collaboration et à dénoncer tout acte illégal. Voilà pour ces explications de la police. Et puis, on reparle du sida dans ce journal. La journée mondiale de lutte contre le mal du siècle, c'était le 1er décembre dernier. Aujourd'hui, on s'arrête sur le sort des enfants qui naissent et qui vivent avec le VIH. Ils sont des centaines rien que dans la région des Hauts-Bassins. Comment vivent-ils avec la maladie au quotidien? Comment se fait leur prise en charge? Des réponses dans ce reportage de Idrissa Warga et Sanouha Christine Koulibaly. Après ça, avec mon grand-père, il y avait une émission qui s'est passée à la télé. Quand l'émission est finie, il m'a dit que moi aussi je souffre de cette maladie. Ça m'a un peu choqué jusqu'à ce que les larmes pleuraient un peu. Voilà. Notre jeune homme avait alors 12 ans. Aujourd'hui, à 23 ans et du haut de son mètre 80, Doudou, comme nous l'avons surnommé, n'a rien de moins que les jeunes de son âge. Naître avec le VIH est loin d'être une condamnation à mort pour lui. S'il y a la santé, seulement il faut visualiser ton futur. Idem pour Fifi, également un surnom de notre adolescente, 16 ans, élève en classe de 3e. Cette maladie ne peut pas m'empêcher de faire des projets. La pilule passe cependant mal pour cette autre adolescente que nous avons décidé d'appeler Lily. Parfois, ça me rend triste et pense à tout. Et laisse mes médicaments là. Des adolescents comme Lily, les structures communautaires en rencontrent souvent. Déjà, même quand on n'est pas infecté, qu'on est adolescent, c'est pas simple. Et en plus du VIH, les enfants sont des rebelles, entre guillemets. Et ils ne suivent pas bien le traitement, ils décident de quand ils vont prendre. Je me rappelle très bien, en 2015, on a perdu environ 4 adolescents dans une période de 3 mois.
Soumettre un enfant depuis le bas âge, je me dis à partir de 5 ans, à un traitement, il peut encore le supporter pour quelques années. Mais quand on arrive à l'étape de la puberté, ce n'est pas facile. Pourtant, autant pour les adultes que pour les enfants, la survie des personnes infectées par le VIH est liée en partie à ces produits, les antirétroviraux. Des produits longtemps restés inaccessibles aux tout-petits. Moi, j'assurais les permanences médico-sociales en service de médecine. Et depuis les premières heures du VIH-Sida. Et donc, il s'est trouvé que beaucoup de parents venaient pour leur prise en charge avec leurs enfants en main. Quelque temps après, ils reviennent, mais il n'y a pas l'enfant. Les enfants, ils décédaient en fait. Parce qu'il n'y avait même pas de traitement pédiatrique. C'était des traitements pour les adultes qu'on cassait, on divisait en deux et on diluait pour donner aux enfants. Ça, c'était dans les années 98-2003. Entre l'adulte et l'enfant, les politiques ont priorisé l'adulte jusqu'en 2004. L'argument qu'on donnait, c'est que c'est les adultes qui s'occupent des enfants, mieux vaut qu'ils soient en bonne santé. J'ai failli déprimer. Vous voyez, tout ça, c'est des tests d'enfants séropositifs qui sont morts parce qu'il n'y avait aucun traitement. Un ensemble de faits qui sont à l'origine de la création de l'association Espoir pour demain en 2003. Elle a pour priorité le plaidoyer en faveur des enfants et leur accompagnement, tant sur le plan social, psychologique que scolaire. Grâce au plaidoyer, on a pu avoir les premiers traitements avec un programme français qui s'appelle le JPESTER, qui en son temps a disponibilisé 100 traitements pour les enfants. Et ça, c'était en 2003. Depuis, l'AED a de nombreux acquis à son compteur. Enfants infectés et affectés, on a pris en charge 1311 enfants. Et ces 1311 enfants, il y en a 778 qui sont des enfants infectés par le VIH-Sida. Et pour qu'aucun enfant ne naisse encore avec le VIH, l'AED joue la carte de la prévention de la transmission mère-enfant. Nous faisons des causeries débats avec les femmes. Après ça, nous faisons des conseils pré- et post-test pour le dépistage du VIH chez les femmes enceintes. S'il y a des cas positifs, nous les référons dans un centre de prise en charge et puis nous les envoyons à AED. 2 fois par mois, on peut avoir 3 à 4 positifs. Au niveau national, nous avons un taux de prévalence qui est chiffré aujourd'hui à 0,92%. Lorsque nous venons au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous sommes à 1,4%. Et lorsqu'on s'intéresse aux données des sites sentinelles, c'est une observation qui se fait auprès des femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale. La région est autour de 2,2%. En attendant que les chercheurs ne trouvent la potion magique qui portera un coup fatal au VIH, la prévention et les ARV sont la seule panacée. Et dans un contexte de raréfaction des ressources, les enfants inscrits à l'AED lancent un appel à toutes les bonnes volontés à soutenir cette association pratiquement à bout de souffle. Un soutien qui lui permettra de continuer à donner de l'espoir et la joie de vivre aux 778 enfants infectés dont l'association a la charge. Voilà pour le sort des enfants infectés par le VIH à Bobo-Dioulasso. Agriculture à présent, et là, si le plus grand défi, c'est de produire en quantité pour assurer la sécurité alimentaire. L'autre grand défi, c'est le stockage et la conservation des récoltes. Les pertes sont souvent énormes à ce niveau. L'USAID finance au Mali et au Burkina un projet qui fait la promotion de nouvelles technologies de stockage et de transformation. Explication, Yacouba Gamene, Draman Guéné. Ils sont une vingtaine de formateurs ici de 6 structures agricoles du Burkina et du Mali. Des formateurs qui reçoivent ici des leçons de bonne gestion des récoltes pour une alimentation saine. On travaille sur technologie de production, c'est-à-dire les bonnes pratiques agricoles. Et là aussi, nous avons développé 5 modules. Aujourd'hui, on a 2 modules qui concernent le stockage et la conservation et la transformation. Des modules élaborés après une étude approfondie sur leurs conséquences, a encore l'USAID, le bras financier du projet. Que nous avons pris en compte le besoin de usagers de cette technologie et aussi on a dit que ces modules sont gens sensibles, donc nous avons aussi considéré les impacts de la technologie sur les femmes ainsi que les hommes. Ce sont des technologies post-récolte jugées innovantes par ces formateurs qui auront à leur tour à former des agriculteurs du Burkina Faso et du Mali.
Et on s'intéresse à présent à la production de fruits. Le domaine est porteur et offre de belles opportunités dans la lutte contre le chômage. Pour s'en convaincre, on prend la direction de l'île Bouré, dans le centre-sud, non loin de Manga. Dans ce village, le groupement Songtaba exploite 5 hectares et produit des agrumes. C'est un modèle de réussite en la matière. Ibrahima Sombier, Yolande Lompo. Elle a un projet d'ouvrir son propre restaurant avec les recettes générées par la vente des tangelos. Et pour concrétiser son rêve, Rihanna Touwanga vend des tangelos sur l'axe Manga-Kombisiri. Tout comme elle, nombreuses sont celles qui s'investissent dans cette activité. Les clients là aiment beaucoup le tangelo là, et avec papaye. Mais si les clients viennent, ils nous disent que c'est cher. C'est parce que nous achetons cher que nous vendons cher là. On achète les kilos là à 250. Les papayes là aussi à 200, les bananes là aussi à 200. Chaque matin, c'est dans ces vergers qu'elles viennent soit de Manga ou de la capitale pour s'approvisionner en agrumes. Le groupement Songtaba, qui exploite à lui seul une superficie de 5 hectares sur un site de petite irrigation villageoise à l'île Bouré, aménagé en 2006, en est un bel exemple de réussite. Ici, en plus des agrumes, les 17 exploitants de ce groupement font également de la maraîchiculture. Le marché de Tangelo est fort plus que les autres choses. Et nous avons commencé à cultiver ça fait 3 ans comme ça. Et ça produit 1 ou 2 fois dans l'année. Un pied de Tangelo, quand ça devient grand, ça peut produire 400 kg. Nous n'avons pas les moyens pour payer beaucoup d'engrais. C'est la motopompe. La famille d'Aboubacar Paré raffole du nectar provenant des tangelos et à chaque fois que ce père de famille en a l'occasion, il ne manque pas d'en rapporter chez lui à Ouagadougou. Je crois que c'est un fruit qui est entre l'orange et puis la mandarine, ou je sais pas, voilà, c'est un goût qui me plaît. Et puis on aime ça à la maison, quoi. Une fois dans le sol, ces arbres mettent 2 ans avant de commencer à donner des fruits. Et pour peu que l'État apporte sa contribution, des jeunes pourraient s'investir dans ce secteur, voire s'aventurer dans la fabrique des confitures d'agrumes afin de résorber un tant soit peu le taux de chômage dans la région du centre-sud. Eux sont des partenaires de premier choix des producteurs comme ceux du groupe Songtaba justement. Il s'agit des contrôleurs et inspecteurs phytosanitaires. Ils sont actuellement en formation à Koudougou. Question de mieux répondre aux exigences actuelles de leur métier. Adama Guiti, Oumar Zombré avec la voix de Bouma Ernest Nebier. Les contrôleurs et inspecteurs phytosanitaires constituent le premier rempart dans la protection des consommateurs. Ils veillent à la qualité des produits agroalimentaires aussi bien à l'intérieur qu'aux postes frontaliers, aéroportières et ferroviaires. Afin de leur permettre de mieux mener cette activité, ils reçoivent ici une formation. Nous allons revoir ensemble les textes législatifs et réglementaires qui régissent le contrôle phytosanitaire, le contrôle des pesticides et le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires d'origine végétale. Et ensuite, nous allons échanger, n'est-ce pas, autour des difficultés que les postes, n'est-ce pas, rencontrent dans l'exercice de leur travail. Il est nécessaire pour nous que nos agents aient vraiment des procédures harmonisées et uniformes qui soient appliquées à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Ces acteurs du contrôle phytosanitaire ont 3 jours pour revisiter et s'approprier les textes qui régissent leur activité. Au terme de ces échanges, nous estimons que nos inspecteurs sortiront plus outillés et que sur le terrain, nous aurons une application plus rigoureuse des différentes législations et de meilleurs résultats par rapport au contrôle phytosanitaire. C'est une série de formations entamées par le ministère en charge de l'agriculture. Elle devra toucher tous les acteurs du domaine du contrôle phytosanitaire. Culture à présent, le ministère de la Culture se fixe pour but d'insuffler une nouvelle dynamique au musée du Burkina. Pour l'heure, il peine à mobiliser les visiteurs. Les acteurs du secteur explorent les pistes pour les rendre encore plus attractifs. Konsoun Koulibaly, Zalissa Sanfo. Visiter un musée, voilà qui ne fait pas partie de l'habitude de bon nombre de Burkinabés. Pourtant, à en croire le secrétaire général du département en charge de ces questions,
Ce n'est pas l'envie de découvrir le patrimoine culturel consigné en ces lieux qui manque. Il y a un engouement réel par rapport au musée et on sait également que de plus en plus, on a une jeunesse qui a besoin de références, qui a besoin de repères. Et c'est dans justement ces repères-là qui sont des sites, qui sont les creusets de la connaissance matérielle ou immatérielle donc, de notre pays. Réunis ici, les différents acteurs du domaine veulent faire l'état des lieux, déceler les difficultés et dégager les pistes de solutions en vue de rendre les musées du Burkina plus attractifs. Le problème déjà, c'est la question de la collecte. Quel outil ou quel objet collecter? Alors, il faut qu'ils sachent comment le faire. Il y en a qui, effectivement, ils ont l'envie, ils ont la volonté, mais il y a quand même des normes qu'il faut mettre en place. Et ces normes-là, pour la conservation, la restauration, c'est tout un travail de technicien qu'il faut avoir. Et tant que ces connaissances ne sont pas en place, il est certain que ça constitue des failles. Et pour déceler ces failles, le ministère a dû visiter une quinzaine de musées. Les résultats de différents travaux vont être feuilletés ici ensemble pour dégager une stratégie nationale pour un véritable essor de l'activité muséale. 15e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, de beaux spectacles en perspective. Le festival a été lancé hier dans la nuit. C'est une vitrine des écoles d'art. Et cette année, les participants sont venus de 7 pays d'Afrique et d'Europe. Gérard Sommet et Nyar Kiteda. La pièce théâtrale L'autopsie de Justin Drabo ouvre le bal du FITMO 2015. C'est une autopsie sociétale avec en ligne de mire les problèmes du sous-développement du continent africain. Le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, 15e édition, jette alors les débats sur le thème « Théâtre d'intervention sociale et politique de développement local en Afrique » avec comme enjeu faire du festival une vitrine d'école d'art à travers un double signe. Nous plaçons cette 15e édition sous le signe du renouveau et je dirais en fait de la persévérance. Parce que comme vous le constatez, les conditions sont de plus en plus difficiles, mais nous sommes convaincus qu'avec l'engagement, la détermination et beaucoup de créativité et d'ingéniosité, des manifestations comme le FITMO peuvent se poursuivre et même grandir. Faire grandir le FITMO, c'est désormais le leitmotiv au sein des organisateurs et initiateurs qui, malgré la transition politique au Burkina, ont tenu à réaliser cette édition. Une édition aussi en transition vers une biennale en année impaire. Je peux dire que grâce au FITMO et grâce à différents festivals, quand je viens dans un pays, je ne me sens pas étranger. Parce que comme on l'a dit, l'intégration africaine ne passera que par l'art et par les artistes. Le FITMO se tient en 2 tranches, du 2 au 8 décembre en 2015 au Burkina Faso et du 9 au 12 décembre au Togo. L'édition 2015 accorde une place de choix à la décentralisation. C'est pourquoi, en plus de Ouagadougou, le festival se déporte à Lango et à Tinkodogo. La revue de presse des quotidiens pour finir. Les journaux dans leur ensemble décortiquent aujourd'hui les résultats des législatives et analysent la configuration du futur Parlement. Aimé Solange, Guigma. Pour le MPP, à la une des parutions de ce 3 décembre 2015, les résultats des législatives. 55 députés pour le MPP, 33 pour l'UPC, 18 pour le CDP et 5 pour l'UNURPS. Les autres partis se partagent le reste des sièges. Telle sera la configuration du prochain Parlement au regard des résultats provisoires des législatives délivrés par la CENI. Un Parlement jugé multichrome par aujourd'hui au Faso, de même que Sidoya. Avec cette configuration, une nouvelle carte parlementaire vient d'être tracée et avec elle, un nouveau Burkina où on assistera à une cohabitation à la sauce burkinabé, indique l'observateur Palga. Ce qui préfigure, d'après le pays, une effervescence certaine au sein de l'hémicycle où l'on va sans doute assister à des jeux d'alliance de diverses natures dans un sens comme dans l'autre. Selon l'analyse de notre temps, l'on achemine lentement mais sûrement vers la décadence d'une chambre d'enregistrement sobriquet donnée à l'Assemblée nationale sous le règne de Blaise Compaoré. Ce qui créera de toute évidence, poursuit ce journal, une sorte d'équilibre entre les deux pouvoirs, à savoir l'exécutif et le législatif.
À présent que la décantation s'est faite sur des bases globalement saines, Lompedi souligne le pays que le Burkina est pleinement entré dans l'ère de la démocratie. Il appartient maintenant à Roch-Marc Christian Kaboré et à son équipe de faire en sorte que cette innovation politique qui vaut à notre démocratie d'être labellisée porte ses fruits. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.